Merci de votre présence courageuse pour cette dernière ligne droite. Apparemment, c'est la dernière conférence de la journée. Donc, je vais essayer d'être suffisamment soporifique pour vous aider à faire une bonne nuit ensuite. Mais pas trop quand même, pour avoir le temps d'entendre deux, trois choses qui, j'espère, vous intéresser. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, parce que c'est la dernière conférence, mais en même temps, il faut que je vous présente une médecine en 50 minutes, sachant que la médecine en question a quelques 3000 ans, ça va être chaud, mais on va faire de son mieux pour dresser un portrait général. Alors je m'excuse par avance des simplifications, mais je vais essayer d'être quand même suffisamment précis, suffisamment clair pour que vous repartiez avec une idée claire sur cette médecine. Bon, mon nom c'est Patrick Chan, mais ce qui est important c'est surtout de présenter la personne qui me permet de vous parler aujourd'hui, qui s'appelle le docteur Léon Coq-Yuen, parce que ce que je vous dis ne vient pas de moi. Ça vient de cette personne qui elle-même est héritière de 15 générations de médecins en Chine. Il faut savoir donc que cette médecine traditionnelle chinoise a été enseignée jusqu'à la dernière révolution culturelle. Elle a pour le premier livre, disons, la Bible, en quelque sorte, de cette médecine a été compilé entre 500 et 300 avant Jésus-Christ. Les générations se sont succédées, et c'est grâce aux traditions orales, comme celle de la famille de ce médecin, que la connaissance est restée intacte jusqu'à nos jours. Au moment de la révolution culturelle, il y a eu des petits soubresauts, parce que c'était une médecine impériale, elle a été interdite, et les médecins devaient partir aux travaux forcés. Les gens qui croient qu'il faut aller en Chine aujourd'hui pour connaître la médecine chinoise reviennent parfois un peu déçus, parce que cette médecine, parfois, elle a dû migrer au moment de la révolution culturelle, et certains Chinois sont allés, certains représentants des traditions sont allés travailler en Australie, en Amérique du Nord, etc. J'ai donc suivi ce monsieur pendant 35 ans au total. Il est décédé il y a 2 ans, et il y a un certain nombre de personnes qui ont suivi ses enseignements en France. Il y en a dans cette salle. Et c'est quelqu'un voilà, qui est au musée de la médecine chinoise en Occident, à Kunming en Chine, parce qu'on sait qu'il a participé au développement de cette médecine, au rayonnement de cette médecine, dans les pays occidentaux notamment, par la suite. Donc ce que je vous dis remonte à loin, c'est-à-dire je vous sors pas un truc de mon chapeau, que j'invente moi-même, même si chaque génération apporte des idées nouvelles, c'est sur des racines profondes. J'invente pas quelque chose, ça c'est très important. Il faut respecter les anciens. Ils savaient déjà beaucoup de choses. Il ne faut pas vouloir tout réinventer soi-même. On parle d'ethnomédecine. Je voudrais juste présenter ce que c'est que les ethnomédecines en 2 mots. Les ethnomédecines, en fait, c'est le terme de l'Organisation mondiale de la santé pour définir les médecines traditionnelles et autochtones. C'est-à-dire, il y a des médecines sur Terre, il n'y a pas une médecine. Chaque civilisation, au fil de son histoire, a sécrété un système médical, à l'image de sa vision de la vie, de la mort, de la santé, de la maladie. Et donc, il y a des médecines sur Terre, des médecines dites traditionnelles, des médecines dites autochtones. Je vais peut-être commencer sur celle-là, c'est celle qui est en bas. C'est-à-dire, c'est des médecines qui ont traversé le temps, qui reposent sur des concepts qui ont traversé le temps, qui sont toujours valables aujourd'hui. On verra pourquoi un peu plus loin. Dans ces médecines traditionnelles, il y a 2 familles. Celle que j'appelle autochtone, c'est surtout des traditions orales. Comme la médecine amérindienne, la médecine africaine, la tradition se fait surtout oralement. Les grandes médecines savantes sont surtout la médecine chinoise, la médecine védique de l'Inde, la médecine ayurvédique, et la médecine tibétaine, qui, pour des raisons de politique chinoise actuelle, évidemment, bat un peu de l'aile à son tour. Il y a bien sûr la médecine moderne que vous connaissez tous, qui est quelque part une ethnomédecine parmi d'autres, mais qui a la particularité, elle, de ne pas reposer sur les concepts les plus anciens, mais d'être en révolution permanente et de balayer, c'est le principe des théories scientifiques, quand une nouvelle théorie s'installe, elle balaye la précédente et s'installe à sa place. Donc, ça permet une évolution, mais ça perd la mémoire en cours de route. Ce qui fait que des fois, on est obligé de redécouvrir des choses qu'on a oubliées. Et puis, les médecines populaires, c'est les remèdes, vous savez, qu'on appelle chez nous de bonnes femmes, mais ça vient du latin, bona fama, qui veut dire de bonne renommée, qui sont fameux. C'est-à-dire, on sait tous, on a des recettes de grand-mère, on sait que pour telle maladie, dans telle région, on prend telle chose et ça marche. Ça ne nécessite pas un gros diagnostic,
mais ça permet de rendre la vie plus simple dans bien des situations, et il ne faut surtout pas se priver de ça. Et on a beaucoup de remèdes de Bonafama qui sont dans le salon en ce moment. Voilà. Mais là, on est en train de parler d'une médecine. C'est un petit peu différent quand même. Les médecines traditionnelles, parce qu'il en existe plusieurs sur la planète, elles ont en commun un certain nombre de choses. Elles ont toutes conscience d'un lien qu'unit l'homme et la nature. Mais ça, c'est joli, c'est des mots. On va le détailler un peu plus loin. Parce que ce lien, il est concret. C'est ce qui vous maintient en vie en ce moment. Donc ce n'est pas juste un lien sentimental qui nous réunit à la nature. C'est un lien vital. Il y a, dans toutes ces médecines, l'idée qu'il y a une participation nécessaire du patient à sa propre santé. C'est-à-dire que la santé, ce n'est pas un truc qu'on peut acheter. Ce n'est pas la propriété du médecin. Il y a une responsabilité par rapport à ça. D'abord parce qu'on a parfois, pas toujours, mais une responsabilité par rapport à la maladie. Et donc, en tout cas, dans tous les cas, par rapport à la guérison. Le médecin n'est que la personne qui peut aider la personne à aller mieux. Vous savez, vous avez tous entendu parler du placebo, il y a aussi le nocebo. Voilà, la participation peut aller vers la santé ou la maladie, vers la guérison ou pas. Il y a dans toutes ces médecines aussi une vision multidimensionnelle des phénomènes, c'est-à-dire que on ne regarde pas les choses à un seul niveau. On peut être matérialiste, on peut être spiritualiste, on peut être tout ce qu'on veut, énergéticien, mais en fait tout ça c'est des niveaux. Un être humain c'est à la fois une mécanique de précision, un ensemble vibratoire, un composé chimique, un esprit incarné, tout ça c'est vrai. On ne peut pas le voir d'une seule façon. Et donc il faut être capable de regarder un être humain de différentes façons. Et ne pas vouloir régler un niveau à un autre niveau qui n'a pas forcément de rapport, parce que là c'est un peu chercher midi à 14h. Il y a dans toutes ces médecines traditionnelles un regard sur la vie et la mort. C'est-à-dire que il est important dans une médecine traditionnelle de savoir qu'on est seulement des petits maillons d'une chaîne. Là, où est-ce qu'on sera tous là dans 100 ans? On oublie ces choses-là, on est de passage. Et donc la mort, c'est pas le contraire de la vie, c'est le contraire de la naissance. Et dans ces médecines, on apprend aussi le phénomène de la mort et aider les gens à mourir. Parce que venir au monde, c'est important, mais rentrer au monde, c'est important aussi. Et il faut aider parfois les gens à rentrer correctement. On l'a parfois un peu oublié. Il y a dans toutes ces médecines un diagnostic à dimension humaine. C'est-à-dire que, on va le voir, le diagnostic, s'il a traversé les siècles, si cette médecine, ce genre de médecine a traversé les siècles, c'est qu'elle ne repose pas sur la technologie. Ça veut dire que c'est le médecin lui-même qui est obligé de faire le diagnostic avec les outils que la nature lui a donnés. Mais il se trouve que la nature lui a donné les outils permettant d'objectiver la pathologie humaine, de ses semblables. On a tous les outils qu'il faut juste apprendre à s'en servir. Et enfin, ces médecines se caractérisent toutes par le fait qu'elles font appel dans les traitements, elles font appel à la nature. Soit la nature qui fournit les choses qui permettent de se soigner, comme les plantes, mais aussi la nature du praticien, la nature humaine qui va être l'outil de la thérapie. On est également l'outil de la guérison de nos semblables. En tout cas, on peut appeler ça une médecine naturelle ou naturaliste et humaniste parce qu'on fait appel à la nature et à l'humain. En ce qui concerne la médecine traditionnelle chinoise plus spécialement, simple rappel, c'est une médecine, c'est-à-dire c'est un système médical complet. C'est pas une thérapie, c'est pas juste une méthode. Parce que souvent chez nous, on s'intéresse d'abord à un outil ou un produit, quelque chose qui soigne. Et après, à travers cet outil, on veut essayer de soigner le plus de choses possible. Non, là on veut d'abord comprendre comment tout ça fonctionne et après on va choisir les outils adaptés au dysfonctionnement. Cette médecine, je vous l'ai dit, elle est contemporaine de la médecine d'Hippocrate. On est aux alentours de 3000 ans par rapport à maintenant. Donc quand on dit que c'est une médecine parallèle ou alternative, moi je veux bien, mais j'aimerais bien qu'on m'explique qui est parallèle à qui quand même. Parce que 3000 ans, excusez-moi du peu, le quart de la planète, comme médecine parallèle, c'est pas mal déjà. Donc, ça, il faut en être conscient.
il suffit de voyager, même si, je vous dis, la Chine d'aujourd'hui n'est pas forcément représentative de la médecine d'il y a 3000 ans, c'est quand même quelque chose qui est dans les gènes de l'Asie, et effectivement, ça se respecte, quoi. On va parler des fondements de cette médecine. On va en évoquer 3, on pourra en évoquer beaucoup, mais on va revenir sur le fait que l'être humain est un produit de la nature. On dit en médecine chinoise un produit du ciel et de la terre, on va voir ce que ça veut dire. Une autre chose importante qui découle de la précédente, c'est que du coup la vie ne nous appartient pas. C'est nous qui lui appartenons. Ça ne donne pas du tout la même approche de l'humain quand on considère que notre vie nous appartient ou qu'on appartient à la vie. Ça ne nous donne pas la même importance, le même ego non plus. Et une citation qui dit qu'il en est du bois comme des hommes. On en trouve des types nombreux et différents. Ça veut dire que on ne peut pas traiter tout le monde à l'identique parce qu'on est tous homogènes, on partage les mêmes gènes, mais on n'est pas identiques. Il n'y a pas deux tronches identiques dans cette salle. On est tous des histoires différentes et donc il y a quelque chose de commun à nous tous et il y a quelque chose de différent entre nous. Et il est important pour un médecin de faire la part de ce qui est normal par rapport à ce qui est pathologique. Un petit gros et un grand maigre qui ont de l'hypertension, la même tension ne va pas avoir la même dangerosité dans les deux tubulures de ces deux personnes. Ça, on ne le regarde plus chez nous. On va détailler. Pourquoi dit-on que l'homme est un produit du ciel et de la terre? C'est que la vie sur Terre, si on veut comprendre la santé, il faut comprendre la vie. La vie sur Terre, elle n'est pas d'origine terrestre. Elle est d'origine extraterrestre. Parce que les astrophysiciens savent pertinemment que si on veut trouver de la vie ailleurs dans l'univers, il faut trouver une conformation stellaire et planétaire sensiblement identique à la nôtre. On sait que c'est la position notamment du Soleil et de la Lune par rapport à la Terre qui ont permis la naissance des jours, des nuits, du champ magnétique, de la couche atmosphérique. La vie est née sur Terre par le rayonnement solaire sur le phytoplancton qui a donné la couche d'oxygène dans laquelle on peut vivre. Donc la Terre a deux partenaires vitaux qui ont donné en chinois des noms que vous connaissez tous. L'influence solaire sur la Terre, l'idéogramme désigne ça, l'influence du Soleil sur la Terre, ils ont appelé ça le Yang. Et ils ont appelé Yin l'influence lunaire, qui est associée plus à la nuit, au calme, à la fraîcheur, etc. Bon, vous connaissez un peu cette théorie binaire de départ. Mais à l'origine de la théorie du Yin et du Yang, c'est une théorie scientifique. À l'origine, c'est une observation. Il y a deux boules. On est sur une grosse boule. D'ailleurs, au départ, on ne sait pas que c'est une boule, on pense que c'est plat. Et on a deux partenaires intimes qui sont de même diamètre vue d'homme. La preuve, vous avez vu dans une éclipse, qui ont deux influences complètement différentes, le Soleil et la Lune. Les Chinois, de façon primaire, primitive, ont donné un nom à cette influence. Ces noms-là ne désignent pas le Soleil et la Lune, ils désignent l'influence qu'ont le Soleil et la Lune sur les phénomènes vivants à la surface de la Terre, à l'origine de l'idéogramme. Mais les Chinois, qui sont des fins observateurs de la mécanique céleste, en 1000 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà des horloges astronomiques et des éphémérides en Chine, ont vu qu'il y avait 5 planètes à l'œil nu. Il y a 5 planètes qu'on peut voir. Alors il y en a d'autres avec des télescopes, mais je vous disais, sans la technologie, on peut considérer qu'il y a au moins 5 planètes qui rétrospectivement ont une influence sur nous. Et le mouvement de ces planètes, une observation pendant des siècles du mouvement de ces planètes a permis d'élaborer une théorie appelée théorie des 5 mouvements, parce que Xing en chinois veut dire mouvement, que l'on a traduit par 5 éléments souvent en médecine en France, parce qu'on a donné à ce mouvement le nom d'un élément naturel pour le symboliser, mais ce n'est pas un tableau de Mendeleïev. L'influence du mouvement de ces planètes sur la Terre a donné les saisons, les couleurs, les saveurs. On s'est aperçu que la vie prenait des couleurs différentes parce qu'il y a des influences qui transforment l'énergie, qui transforment la matière, et ça donne des couleurs à la vie et des couleurs au peuple. La combinaison de ces deux théories, celle du Yin et du Yang et celle des 5 mouvements, est la base de la théorie médicale chinoise parce que c'est une vision matricielle, structurelle de l'organisation du vivant sur Terre, mais à partir
d'une compréhension avec laquelle sont tout à fait d'accord les scientifiques, à savoir l'influence des planètes et de notre étoile sur la Terre, permettant la vie. Et après, on a vu que cette vie était le fruit de ce jeu de force. C'est-à-dire qu'il y a un passage dans cet ouvrage qui remonte à avant Jésus-Christ qui dit que la Terre, bien que de vastes dimensions, est soutenue dans sa course à travers l'espace par des forces invisibles qui la maintiennent et la contrôlent. Si ces forces peuvent s'exercer sur une masse aussi importante que la Terre, dit le livre, combien puissante doit être leur influence sur l'homme? Vous voyez? Il y a des forces qui maintiennent tout ça en marche. Ces forces s'exercent forcément aussi sur nous. C'est pas fumeux comme théorie, c'est une évidence. Donc la vie, oui, est le fruit d'un jeu de force, et c'est sur cette mince couche atmosphérique à la surface de la Terre qu'elle se forme, que la vie est possible. Alors, on disait que l'être humain est un produit du ciel et de la terre. On a 3 rythmes qui battent en nous, qui nous maintiennent en vie. Actuellement, si vous êtes vivant, c'est que vous avez 3 choses qui vous maintiennent en vie. Est-ce qu'il y a des secouristes dans la salle? Qu'est-ce qu'on vérifie pour savoir si une personne qui vient de tomber est encore là? La respiration, les battements cardiaques. Il y a un 3e truc. Monsieur, vous m'entendez? Ouh, il y a quelqu'un. La conscience. T'es réveillé ou tu dors? Il y a 3 rythmes. Le souffle, c'est ce rythme-là, le rythme respiratoire. On l'emprunte au ciel. Chaque fois que vous respirez, vous prenez de l'air, on est en train de partager. On n'est pas copains, on ne partage pas le pain, mais on est cohères quand même, on respire le même air en ce moment, le même souffle. On emprunte du souffle et on le rend au ciel. Le sang, il vient d'où? Le sang, les battements du cœur, mais ça, le cœur, c'est la pompe. Mais ce sang, il vient d'où? Le carburant. Il n'y a pas un gars qui disait « ceci est mon sang ». Il vient de la nourriture, ça vient de la terre. C'est le tambour chez les Amérindiens, les battements du cœur de la grand-mère. Hein? Et les chants, c'est le ciel. D'accord? Donc, ce sang, c'est pareil. Il vient de la terre, de la grand-mère. C'est-à-dire qu'on est comme un bébé suspendu au sein de sa mère, par le souffle et par le sang. Et le 3e rythme, le rythme nictéméral, le rythme des jours et des nuits, on est obligé, ça c'est le cerveau, on est obligé de plonger, de vivre une petite mort, une petite naissance, hein, au rythme du soleil et de la lune, c'est-à-dire qu'on a besoin régulièrement de dormir et de revenir à la conscience. Si vous privez quelqu'un de sommeil, il meurt. Ces 3 rythmes, ce sont eux qui nous maintiennent en vie. C'est pour ça qu'on dit la vie ne nous appartient pas. Nous appartenons à la vie. Si vous n'êtes pas d'accord, arrêtez de respirer, on en cause. C'est très simple. Si vous pensez que vous pouvez vous émanciper de ça. Hein? Mais imaginez sur un plan médical la conséquence, si on a une conscience aiguë de ça, la position du médecin. Ça veut dire que pour comprendre l'être humain, il faut comprendre le fonctionnement de la nature. Parce que la nature humaine appartient à la nature tout court. Donc il y a 2 façons de comprendre la vie, me disait un vieux professeur. Soit vous vous enfermez dans un laboratoire et vous rivez vos yeux à un microscope. C'est une façon de comprendre la vie, d'essayer de la comprendre. Soit vous sortez dehors et vous écarquillez les yeux. C'est une autre façon. C'est le choix qu'a fait la médecine chinoise. C'est le choix qu'avait fait la médecine d'Hippocrate. C'est le choix qu'ont fait les médecines traditionnelles. Regardez la nature pour comprendre l'homme. Et la nature humaine, elle est comme ça. Là, par exemple, c'est un dessin qu'a fait un ami Lakota, un sioux. Bon, j'ai filé le croquis, mais il a fait ça bien. Bon, sauf que c'est pas net. C'est-à-dire que ça peut sembler joli simplement, mais en fait, ça, on trouve ce qu'on appelle les 5 éléments, les 5 mouvements. Vous avez le bois, le feu, la terre, le métal ou le minerai, enfin et l'eau. Alors, c'est représenté avec des animaux totems, ça c'est plus une autre tradition que la tradition chinoise, mais parce que dans le bison, tout est bon, c'est comme la terre, tout se transforme, hein, etc. C'est des animaux en relation avec les différents éléments. Mais en fait, ça c'est le foie dans l'être humain, ça c'est le cœur, ça c'est le poumon, ça c'est le système digestif qui inclut le travail de la rate, du pancréas, des intestins, et ça c'est les reins, la vessie.
Je ne vais pas détailler ça maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde un patient en médecine traditionnelle chinoise, on voit un paysage. Vous avez des fleuves, des vallées, des forêts, des climats. Hein. Et Hippocrate parlait comme ça. On dit de quelqu'un qu'il est chaleureux, qu'il est froid, qu'il est sec. On a des climats en nous. Ça peut être physique, ça peut être psychique, c'est pas pour faire joli. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, une citation ancienne dit « Le médecin regarde son patient comme un peintre regarde sa toile ». Quand on est en bonne santé, c'est qu'il y a une harmonie dans le paysage. Quand on est en mauvaise santé, c'est que quelque part, la peinture a un problème. Tous les paysages sont différents, mais il doit y avoir une harmonie dedans. Alors, je ne peux pas détailler la raison pour laquelle on a emblématisé ces organes sous ces formes, mais c'est de la physiologie qui est là. Parce que, qu'est-ce qu'on voit là? On voit un système, on voit un écosystème. Vous voyez? Par exemple, les 5 éléments, vous avez entendu parler peut-être de ça, le bois engendre le feu, etc. Ben voilà, mais prenons la nature. Le bois engendre, le bois ça brûle, d'accord? Ça engendre le feu. Le feu, ça donne du résidu, ça donne de la terre. La terre, quand elle se densifie, elle forme le minerai, dont le métal est un des aspects. Le monde minéral, qui est plus lourd. Vous voyez, le monde végétal, il est plus léger, donc le foie, il monte le sang, le poumon, il descend l'énergie. Et puis, l'eau, vous savez, on appelle ça l'eau minérale. Le minerai engendre l'eau. Les nappes phréatiques se forment au fond de la roche et remontent en surface nourrir le bois. C'est juste un écosystème qui est expliqué. Et on dit aussi qu'il y a un contrôle entre tous les éléments parce que dans la nature, il faut tailler, il faut arroser. Si tout se développe sans contrôle, ça ne marche plus. Alors, le bois contrôle la terre. Le bois couvre la terre, il empêche la terre de se disperser. La terre contrôle l'eau, elle absorbe l'eau. Si on bétonne tout, il y a des inondations. L'eau éteint le feu, c'est pas nouveau. Le feu, c'est le seul élément capable de faire fondre le métal, le minerai. Et le minerai, le métal contrôle le bois, ça veut simplement dire que quand vous êtes déjà allé en montagne, plus il y a de la roche, vous voyez, quand vous avez un jardin avec trop de cailloux, bah, ça pousse moins bien. C'est-à-dire que le monde minéral limite le développement du monde végétal. On est dans un écosystème humain et naturel. Il faut essayer de comprendre les deux à l'identique. Un être humain, on a dit qu'on avait 3 niveaux. On a dit qu'on appartenait à la terre, au ciel et aux étoiles. Dans l'être humain, on dit qu'il y a 3 trésors. S'il y a des alchimistes dans la salle, il y a du sel, il y a du soufre et il y a du mercure. On est fait de 3 éléments fondamentaux, de 3 niveaux. On est fait d'un corps qui appartient à la terre. Ce que je vois là, l'aspect le plus basique de vous-même, c'est du... Excusez-moi, c'est pas péjoratif, la terre je la respecte, mais c'est du compost. On est juste des amas de matière transformés. Je ne sais pas ce que vous avez mangé à midi, mais voilà, ceci est votre corps, quoi. Hein. On est de la matière transformée qui vient de la terre et qui retournera à la terre. Mais il faut quand même aider parce que c'est le support du reste. Donc il faut bien entretenir le véhicule. Mais fondamentalement, c'est de la terre. Adam vient d'Adama, l'argile, la terre. On est fait de glaise. Le premier homme est fait de terre. Mais ça, c'est juste notre cadavre. Ça ne suffit pas à faire un être humain. Si on peut disséquer autant qu'on veut en fac de médecine, il manque des étages. Si on veut comprendre la vie. Il faut qu'il y ait quand même des piles dans le petit lapin du Racel pour que ça fonctionne. Il faut du chi, il faut de l'énergie. L'énergie, ce n'est pas un terme fumeux. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui portent le nom d'énergie. L'énergie, un physicien sait ce que c'est. Un chimiste, un peu moins. C'est le problème que notre médecine est plutôt une médecine basée sur la biochimie. Mais en physique, on sait ce que c'est que l'énergie. En mathématiques aussi. L'énergie, c'est ce qui permet le mouvement, la dynamique, la thermique. C'est ce qui fait que le corps est en vie. On a à l'intérieur de nous toutes les formes d'énergie qu'il y a dans la nature. On a des gaz, on a des vapeurs, on a un champ électromagnétique, on a des courants, on a une charge thermonucléaire à l'intérieur du corps. Vous n'êtes pas demandé d'où viennent ces 37,5 que vous avez toute votre vie? Elle est où cette pile? Hein? On a toutes les formes d'énergie que la Terre a. On a aussi un magma à l'intérieur. L'homme et la nature se correspondent. Donc ça fait un être vivant, c'est un corps vivant, ça ne fait pas encore un être humain. Parce que le petit lapin, là, c'est juste une mécanique.
Hein. Ça, on a la créature du docteur Frankenstein pour l'instant. Mais il n'y a pas encore de pilote dans l'avion. Il y a aussi le Shan. Alors ça, c'est lié, le chi est lié au ciel, enfin le souffle, le pneuma des Grecs. Et ça, c'est lié à une forme de lumière, le Shen. On a du solaire en nous. Si vous fermez les yeux, ou quand vous rêvez, vous avez une scène, comme disait Goethe dans son traité des couleurs, quand on ferme les yeux, on peut voir, en s'y contraignant, une scène se dérouler avec la même luminosité qu'en plein jour. Mais d'où vient cette lumière? Où est le projecteur? Encore une fois, c'est une question intéressante. On a de la lumière en nous. On est capable de projeter les choses, à un degré qu'on n'imagine pas d'ailleurs. Parce que c'est votre conscience qui fait le monde. Donc, on est des êtres humains, on n'est pas que des fers humains, il y a aussi l'être qui compte. On a aussi un esprit qui dirige le véhicule. Un être humain, c'est tout ça en même temps. Parce que tout ça, ça marche ensemble. Parce que là, il y a des fonctions, mais là, par exemple, il y a des émotions, il y a des désirs, il y a des pensées. Et encore, je ne vous parle que de la partie basse de la psyché. Hein. Il y a des niveaux de conscience. Ça, c'est un élément moteur de ça qui est un élément moteur de ça, etc. Les niveaux interagissent, on va le voir. Ce que je voulais dire, c'est que ça peut sembler simpliste, mais encore faudrait-il que toute médecine digne de ce nom prenne en compte tous ces étages quand elle regarde un malade. Parce qu'en médecine chinoise, on dit on fait l'examen de Tsing Chie Shan. Ça veut dire quand on regarde un patient, on le regarde à la fois sur un plan physique, anatomique, physiologique, mais aussi fonctionnel, puis aussi psychologique. Tout ça, ça fait une personne. Ah, ouais, juste un petit truc pour rigoler, mais Chi, l'énergie en mathématiques, ça s'écrit comment? E. La matière, c'est M, et la lumière, la vitesse de la lumière, vous savez, c'est C, la célérité. Hein? Donc, vous avez déjà vu cette petite équation E égale MC2? Ouais. Ben, je vous invite à réfléchir à ça. Ici, vous avez l'énergie qui est le produit de la lumière par la lumière au carré. L'esprit, c'est pas de la lumière. Donc je vous soumets cette équation S égale C2. L'esprit, c'est la lumière multipliée par elle-même. C'est une équation que j'ai posée il y a une dizaine d'années, la physique quantique vient de la poser à son tour. Alors, je ne suis pas Einstein, hein, je suis désolé, c'est un réducteur de complexité, mais je veux dire, la physique, il y a un bouquin qui s'appelle Le Tao de la physique de Fritjof Capra. La physique et la physique quantique sont en phase totale avec la médecine chinoise il y a 3000 ans. Parce que quand les racines sont solides, ça tient. Si on ignore le lien de ces niveaux, vous voyez ce qui se passe, enfin, on va pas, sans parler d'ignorer, mais en chinois, on appelle Quanping, c'est-à-dire des maladies, des fonctions physiologiques. C'est quand vous blessez d'abord la matière, ça peut altérer les fonctions, et ensuite ça peut affecter l'esprit. Je vais prendre un exemple à 2 balles, mais vous buvez 1 litre de vin d'un coup, ça c'est du matériel, on est d'accord, c'est du matériel qui arrive sur, voilà. Physiquement, le foie se récupère, voilà. Le chi va monter, parce que la fonction du foie c'est de faire monter le chi, donc vous lui mettez un coup de boost, et vous allez vous mettre à rigoler ou à vous mettre en colère, c'est-à-dire que vous allez avoir une manifestation psychique. D'accord? Donc vous pouvez commencer par quelque chose de physique, hein, ou à l'inverse, je dors pas assez, je me lève, je suis de mauvais poil, c'est une humeur, comme disait Hippocrate, mais c'est venu du physique. D'accord? Inversement, j'ai un problème, Sinliping, c'est-à-dire les maladies de la raison du cœur. J'ai un problème psychologique, psycho-affectif, enfin voilà, ça va pas dans ma tête, voilà, je suis pas bien. Ça me bloque, hein, j'ai plus faim, ou je sais pas, n'importe quoi, ça me fait mal au ventre. Et je me retrouve un jour avec un petit trou dans l'estomac, ou une petite tumeur, ou un machin. Je ne vais pas vous expliquer le mécanisme, mais dans le bouquin de 300 avant Jésus-Christ, il vous explique par le détail comment certains chocs émotionnels, Hammer aurait dit vécus dans l'isolement, peuvent générer un tumeur des ganglions lymphatiques ou des choses comme ça, ou une maladie dégénérative. Faut pas, pour autant, excusez-moi, je prends qu'un exemple, faut pas aller dire ah bah toutes les tumeurs c'est les émotions. J'ai pas dit ça. Hein.
Il y a plein de causes de maladie, on verra. Mais c'est pour dire que les niveaux interagissent, c'est possible, ça peut arriver, effectivement. Si ça ne sort pas, ça va péter autrement. Vous prenez le même choc émotionnel chez une personne qui est extravertie. Elle subit quelque chose qu'elle ne supporte pas. Elle pète un câble. Elle tue tout le monde ou elle engueule tout le monde, elle grimpe aux arbres, je ne sais pas ce qu'elle fait, elle se retrouve à l'hôpital psychiatrique. Vous prenez le même choc émotionnel vécu par une personne bien élevée, plus introvertie. Je gère, je maîtrise, je contrôle, dit-elle. Elle reste raisonnable, mais c'est ses cellules qui deviennent folles. Et là, comme par hasard, on la retrouve à Villejuif. Ce que je veux dire, c'est qu'étiologiquement parlant, c'est peut-être la même cause. Mais elle a suivi, il y a une soupape qui a lâché ou pas, et du coup, la maladie, elle prend une forme différente. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre l'humain et cette mécanique, tout simplement, pour savoir d'où ça vient. Parce que oui, dans certains cas, discuter avec quelqu'un, c'est peut-être éviter une maladie somatique. Oui, traiter un truc physiquement, c'est peut-être éviter un problème psychique. Parce que tout ça, c'est un être humain qui marche, les étages ne sont pas séparés. Ce n'est pas une raison pour mélanger les étages, il faut comprendre comment ils marchent. Hein? Si on ignore ces interactions, voilà ce qui se passe. Voilà, ça, c'est des photos que j'ai prises au pif, comme ça, dans des abribus à droite à gauche. Ça, c'était sur Valence. Vous voyez, par exemple, cancer du sein, ce n'est pas parce que vous ne sentez rien que vous n'avez rien. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui fait une campagne comme ça, à votre avis, ça fait quoi? Qu'est-ce que vous allez vous dire? À la limite, subconsciemment, vous dites « je ne sens rien, donc j'ai peut-être un cancer quelque part ». Tout bien important est un malade qui s'ignore, disait le docteur Knock. Hein? C'est super dangereux. Donc ça génère quoi? Puisque je sens rien, ça veut dire, ça veut pas dire que je suis pas malade. Ça génère de l'inquiétude, parce que même quand je me sens bien, j'ai peut-être une merde. C'est terrible de faire une campagne comme ça, mais ça part d'un bon sentiment. Je veux inquiéter les gens pour qu'ils fassent du dépistage, mais il ne faut pas le faire comme ça, parce que l'inquiétude est une émotion qui concentre l'énergie, qui la fait sombrer, et ça fabrique des tumeurs. Vous voyez, on met fumetu sur les paquets de clopes, du coup la clope est 2 fois plus dangereuse. On s'inquiète, du coup on fume encore plus, enfin bon, ça va pas. Ça, c'est l'ignorance du fait qu'il y a un lien entre les émotions et le corps, par exemple. Je vis, mais le cancer aussi. C'est-à-dire, ok, je sais que j'en ai un, mais voilà, je suis foutu, quoi. No future. Hein? Et là, ne vous inquiétez pas, c'est un cancer, ça c'est rigolo aussi. Vous voyez? Alors c'est du 2e degré, c'est pour dire demain on soignera le cancer comme la grippe. On comprend le message. Mais le subconscient, lui, il voit juste inquiéter cancer. C'est ignorer comment est fait l'esprit humain, ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on ne connaît pas, quand on ne s'intéresse pas à l'être humain dans ses différents étages, on fait des erreurs par ignorance, et que parfois la médecine elle-même peut, sans s'en rendre compte, fabriquer des maladies. Et je prends l'exemple du sein. En 40 ans, il y a 10% de progrès thérapeutique dans le cancer du sein, il y a, je ne sais plus combien, au moins 40% de cancer du sein en plus. Parce qu'on ne prend pas le problème au bon niveau. On disait qu'il en est du bois comme des hommes. J'ai pris un exemple très chinois. Vous connaissez ces 2 Chinois-là? Vous voyez, il y en a des comme ça, des patients. Hein? Ils ne fonctionnent pas de la même façon, ils n'ont pas le même tempérament, ils n'ont pas le même morphotype, ils n'ont pas le même système digestif, ils n'ont pas, bon, etc., etc. On ne peut pas les traiter à l'identique. Hein? Une chose peut rendre une personne malade et peut en sauver une autre. Ce que je veux dire, c'est que ces 2-là, ils ne mangent pas la même chose. Vous savez, le gros, il mange des sangliers et l'autre, il ne mange rien. On va pas, si vous faites adapter le régime de l'un à l'autre, ils sont morts tous les 2. On trouve des tas de... Par exemple, vous allez à 10 conférences sur l'alimentation, on va vous dire, il faut manger ceci ou il ne faut pas manger cela. Tout le monde va dire, ah ouais, c'est super. On va toujours trouver des gens qui vont témoigner que c'est vrai. Seulement, si tout le monde se met à faire ça, ça va faire des cartons. Parce que quand vous allez aux 10 conférences en question, ils ont tous raison. Mais à la fin, vous, c'est quoi qu'il vous faut à vous? C'est ça le problème. Hein?
Donc la question c'est, je dois raisonner intelligemment. Et alors on pourrait se dire, oh ben, je vais y aller à l'instinct, manque de peau. Un proverbe chinois dit, on tombe toujours du côté où on penche. C'est-à-dire, hein, Obélix, lui, il veut bouffer, il n'y a pas de limite au sanglier. Ici, vous mettez un... Allez, j'aurais bien voulu, je n'avais pas les moyens, mais on aurait pu faire, à la fin, c'était la dernière conférence, faire un, vous savez, un buffet. Hein. Eh bien, faites un buffet, puis regardez les personnes, par exemple, fortes et rougeaudes, elles vont jeter sur le pinard et la bidoche. Les personnes palotes et frileuses, elles vont attaquer la salade. Ils devraient inverser. Mais ils n'auront pas l'idée. On tombe du côté où on penche. Donc il faut regarder ça en tant que médecin. Alors forcément on a le mauvais rôle, on est toujours en train de donner des conseils opposés aux gens, dire fais pas trop ci, fais un peu plus ça. Mais Chuang Tzu disait il faut fouetter les derniers moutons. Hein, si vous voulez que le troupeau avance, il ne faut pas s'occuper de ceux qui vont bien, il faut s'occuper de ceux qui sont derrière. Donc on est obligé de voilà, des fois de se faire un petit peu souffrance, mais bon. Le diagnostic en médecine chinoise, parce que je vous ai dit, c'est une médecine qui a traversé les siècles, il faut donc être capable, c'est la base de toute médecine, il faut être capable de poser un diagnostic. Si on ne sait pas faire un diagnostic, on n'est pas médecin. Mais le diagnostic en médecine chinoise, il est propre à la médecine chinoise, ce n'est pas un diagnostic de médecine occidentale. Il est propre à cette médecine. Chaque médecine a sa façon de poser le diagnostic. En médecine chinoise, on va le poser, je vous dis, par les outils que la nature nous a donnés, parce qu'on n'est pas l'appareil finalement le plus mal adapté au diagnostic de la pathologie humaine. On a toutes ces imperfections, tous ces paradoxes. Hein. Il faut observer, alors il faut apprendre à lire, hein, c'est comme tout, ça s'apprend. On peut observer des tas de choses. Si je regarde les visages que j'ai en face de moi, il y a des teints plutôt jaunes, plutôt blancs, plutôt rouges. Il y a un peu de vert parfois. Il y a des couleurs différentes. Je ne suis pas en train de faire un diagnostic, hein, c'est juste des différences. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça peut être signifiant si on l'intègre dans un tableau clinique par rapport encore à d'autres choses. Puis dans l'observation, on peut voir d'autres choses. Je vois des gens, par exemple, qui ont les yeux très ouverts, des gens les yeux fermés, des gens les yeux... Enfin, je sais que le message ne passe pas de la même façon auprès de tout le monde parce que les attitudes sont différentes. Quand vous êtes en cabinet, c'est pareil. Vous parlez à quelqu'un, vous avez le patient qui est là comme ça, il vous écoute, vous savez qu'il n'y a pas grand-chose qui passe. Puis on a d'autres qui sont comme ça, bon, c'est sûr qu'ils vous écoutent, quoi, mais des fois trop. Donc, tout ça, ça se lit, ça s'entend. Alors, il y a entendre aussi, l'auscultation, hein, les sons de la voix, les odeurs. L'interrogatoire, bien sûr, on pose des questions, on s'adresse à des êtres humains, on n'est pas vétérinaire, donc il y a des choses, c'est plus complexe qu'un humain, on est obligé de poser des questions, hein, sur les douleurs, sur le sommeil, sur les règles, etc. Voilà. Et la palpation, bien sûr, la palpation du corps, hein, ça donne plein de renseignements. Le thermique, la tonicité, l'humidité, la fameuse palpation des pouls. Hein. C'est pas compliqué. Prendre la palpation des pouls, c'est une sorte de sonar, si vous voulez, c'est un écho qui vient du corps. Hein. Je vous donne un exemple. Vous attrapez froid, vous vous mettez à frissonner, parce que l'énergie de votre corps, le sang, se dirige tous en surface pour lutter contre le froid qui a agressé. Donc, quand vous prenez le pouls, il est plus fort en surface. Il est à l'unisson, il est en résonance avec ce phénomène de défense qui est en train de se mettre en place. On appelle ça un pouls superficiel. Le courant est plus fort en surface, etc. Il y a 28 pouls de base en médecine chinoise. Alors, il y a des praticiens qui disent oh, oui, mais les pouls c'est compliqué, c'est normal qu'on ne trouve pas pareil. Non, je ne suis pas d'accord. Vous mettez des livres en braille, tous les aveugles ils lisent le même bouquin. Il faut juste apprendre à lire. Hein, c'est pas des trucs, c'est pas de l'intuition, c'est le pouls, on apprend les pouls rapides, les pouls lents, profonds, machin, il faut juste y aller tranquillou et puis apprendre à sentir ce qu'on a sous les doigts et l'exprimer de la même façon. C'est rationnel. Alors, il y a une remarque qui est faite, souvent, c'est dire, ouais, mais vous êtes gentil, mais c'est poussiéreux votre médecine. Vous pouvez par exemple pas savoir qu'il y a une tumeur quelque part. Ouais, on peut pas savoir. Des fois on peut, des fois on peut pas. Ça c'est important. Tant que le corps lui-même, sous-entendu, on sait déjà lire. Tout en sachant lire, on ne voit rien se manifester. On est très content de ne pas aller à l'intérieur vérifier qu'il y a des trucs parce qu'on sait que le corps il a de toute façon le pouvoir de le gérer. Je ne sais pas si vous voyez l'incidence de ça. Vous voyez le journal télévisé? Lui, il vous dit tout ce qui ne va pas dans le pays. Vous avez que les infos pourries. Donc, qu'est-ce que vous vous dites à la sortie du JT? Putain, je vis dans un monde super dangereux, quoi.
Mais en même temps, si vous réfléchissez, au bout de 20 ans, dans mon village, il ne s'est jamais rien passé. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on est toujours au bord du gouffre parce qu'on nous montre que le truc qui ne va pas. En médecine, c'est pareil. On a la possibilité de zoomer sur tout ce qui ne va pas maintenant. On va vous faire une biopsie. Il y a une étude qui a été faite, par exemple, des jeunes nanas décédées par accident dans la trentaine. Ils ont fait une biopsie du sein à toutes les personnes. 33% d'entre elles avaient des cellules tumorales, un cancer in situ, enfin des cellules pas claires, quoi, qui auraient... Donc, en toute logique, si on avait fait une biopsie poussée à ces nanas de leur vivant, on aurait engagé un protocole de chimio. Or, 0,3% d'entre elles avaient statistiquement une chance de développer un cancer. Ce qui veut dire que pour plus de 99% d'entre elles, on aurait engagé une chimio pour rien. Pourquoi? Parce que l'étude invasive dans l'infiniment petit avait trouvé quelque chose et après, on se sentait obligé de faire quelque chose. On ne s'est pas dit, peut-être que même s'il y a quelque chose, si on aide le corps, ça va faire le ménage. Parce qu'effectivement, le corps, on fabrique des cellules cancéreuses tous les jours et on les traite tous les jours. Donc, faut-il, sous prétexte qu'il y a une personne dangereuse dans un pays, mettre ce pays à feu et à sang pour la débusquer ou la noyer dans une démocratie? Je vous laisse faire le parallèle. Donc, il y a une politique de traitement, même en cancer, qui peut être une politique de guerre, une politique de paix. Nous, on décide de faire confiance au corps. Tant qu'il ne manifeste rien, on considère qu'il a les ressources pour faire le ménage, même s'il a quelque chose. Mais si on peut, sans lui demander son avis, aller voir si tout est parfait, on devient interventionniste et on peut fabriquer, c'est un enfer pavé de bonnes intentions. Je prends votre visage en photo, je le grossis au maximum, jusqu'à voir chaque pixel. Quand je vous regarde comme ça, vous avez, on va dire, un joli teint de pêche, en majorité. Mais quand je grossis, je vois plein de pixels anormaux. C'est-à-dire, il y a des points noirs, des points verts, des points pas beaux. Je vais entreprendre de corriger ces points pour que vous ayez, pour que tous soient nickel. D'accord? Je vais modifier ça. Si je dézoome, à votre avis, c'est quoi votre tête? Vous avez une tête de dessin animé. Vous ressemblez à un cartoon, vous n'êtes plus humain, vous êtes en plastique. C'est Pixar. D'accord? Donc on fabrique un truc qui est plus naturel à vouloir corriger trop la nature. On est très content d'avoir une limite dans notre capacité de diagnostic parce qu'on fait encore confiance à l'être humain et à la nature pour traiter ce qui ne manifeste pas. Sinon, c'est sans fin. Bon, là je vais aller très vite parce que je ne peux pas tout faire. Le diagnostic en médecine chinoise se pose à différents niveaux. Vous voyez, si vous avez mal à la tête, on peut dire c'est une céphalée. Voilà, j'ai posé mon diagnostic, mais j'ai fait que 2 minutes sur la place basse, Régine Petit vous invite à danser votre vie, à venir bouger et puis pétiller, et plus de joie qui est propre. Bon, je vais essayer d'aller assez vite pour que vous puissiez aller danser. Donc, comment dire, un diagnostic symptomatique, c'est qu'on donne seulement un nom aux symptômes. Ça, c'est très fréquent. Vous avez, j'ai l'autre jour un patient qui me dit j'ai la langue qui brûle, mais mon médecin a trouvé ce que j'ai, c'est une glossodynie. Bon, je regarde dans le dictionnaire technique des termes de médecine, glossodynie, langue qui brûle. Cause, voilà. On a donné un nom, on est content, mais on n'a pas avancé d'un iota, sauf que ça fait bien, quoi, de donner un nom parfois au truc. Ça, c'est un diagnostic symptomatique. On nomme le problème, mais ça ne change pas le problème. Le diagnostic physiopathologique, ça veut dire quelle est la situation qui a créé ce symptôme. J'ai un voyant qui s'allume sur le tableau de bord, je peux éteindre le voyant, je peux le cacher, mais enfin, je préfère essayer de savoir si c'est un problème de remettre de l'eau, de l'essence, voilà. Et si j'ai bon, quand je remets le niveau, le voyant s'éteint, mais là j'ai traité la cause, physiopathologique. Et puis il y a la cause étiologique, c'est, mais pourquoi ce voyant s'est allumé? Parce que j'ai, la prochaine fois, ça c'est les conseils qu'on donne aux patients, la prochaine fois, arrêtez-vous plus tôt, puis mangez plus ou dormez plus, ou je sais pas quoi, parce que sinon ça va recommencer. Donc en connaissance des causes de maladie, on va pouvoir donner des conseils adaptés pour pas que ça recommence. Parce qu'un bon garagiste, il ne se contente pas de réparer, il donne les conseils pour éviter que ça recommence. Il y a 9 causes de maladie en médecine chinoise. C'est-à-dire que quel que soit le problème qu'on a, il est lié à l'une ou plusieurs, on peut en avoir des combinés de ces causes. Vous trouverez peut-être qu'il y a des choses qui manquent,
mais en fait c'est forcément intégré dedans. Par exemple, si je prends juste la première, je ne pourrais pas les détailler toutes, mais dans les climats, il y a toutes les causes, par exemple virales, toutes les allergies, enfin pas toutes, mais une bonne partie des allergies. Par exemple, quelqu'un qui est allergique, vous voyez, on dit au pollen, aux graminées, aux poils de chat. En médecine chinoise, c'est une maladie du vent, c'est un climat. Parce que c'est le vent qui transporte les pollens, les poils et tout ça. Et qu'est-ce qu'on a? On a les yeux qui pleurent, on éternue. Vous savez, si vous faites du vélo qui a du vent, enfin, vous créez et vous avez un larmoiement. Donc on rattache ça à un climat. S'il n'y a pas de vent, il ne va pas faire rentrer l'allergène. Enfin, etc. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas uniquement être spécialiste d'une cause. Vous voyez, des fois, on va s'intéresser, on est branché émotion, alors la personne, elle vient avec une douleur d'épaule, alors on dit, t'as mal à l'épaule droite, alors, j'invente, hein, mais, alors si c'est la droite, t'as un problème avec ton père, ou à gauche ta mère, ou je sais pas quoi, enfin, le mec, il arrive avec une douleur d'épaule, il repart avec 2 problèmes. Je trouve que c'est un peu capillotracté quand même. Il faut... Oui, il y a des causes émotionnelles, il y a des gens qui ont un problème avec leurs parents, mais il ne faut pas, parce que vous avez une obsession sur un truc, la filer à tout le monde, quoi. Et donc le problème chez nous, dans ce qu'on appelle des fois les thérapies, c'est que chacun ramène au champ de ses connaissances. Hein? Donc vous avez mal à la tête, vous allez voir le chiro, ben, il va dire c'est vos vertèbres, vous allez voir le dentiste, il va dire c'est vos plombages, vous allez voir le psy, il va dire c'est votre stress, vous allez voir le diététicien, il va dire c'est votre régime. Chacun voit midi à sa porte. Mais vous, bah, vous avez toujours votre truc, et puis il y a une cause. Donc on est condamné à être généraliste et à orienter vers le bon thérapeute. Mais le thérapeute qui veut à tout prix faire rentrer tous les patients dans sa thérapie, c'est pas forcément cool, parce qu'il y a des gens comme ça, ils passent 20 ans de thérapeute en thérapeute et ils s'en sortent pas. Les branches thérapeutiques de la médecine chinoise, c'est un système médical, c'est pareil. Des fois on voit acupuncture médecine chinoise, massage médecine chinoise. C'est une médecine qui a des branches. Le tronc, c'est le diagnostic, puis il y a des branches thérapeutiques. On ne peut pas soigner les patients avec un garagiste ne peut pas n'avoir qu'un tournevis. Il faut avoir plusieurs outils pour faire face aux différents problèmes. Donc il y a 4 grands outils, plus la prévention. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui consistent à intervenir par la surface. Là-dedans, il y a l'acupuncture, il y a les moxas, il y a les ventouses, il y a les massages, les emplâtres, etc. C'est ce qui est marqué là. Même la chirurgie, bon, nous on ne l'enseigne pas, il y a tout ce qu'il faut en Occident. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, quelque part, c'est un point commun, c'est qu'on soigne par le dehors, par la surface. Après, on peut se spécialiser à l'intérieur de ça, mais c'est une branche. Une autre branche, c'est soigner en faisant absorber des substances. Alors bien sûr, c'est essentiellement ou la diététique ou la pharmacopée, parce que les médicaments chinois, voilà, sont à base de plantes, de minéraux, quelques produits animaux, on ne touche plus aux espèces menacées, bien entendu. Mais la pharmacopée, c'est un truc très, très développé. Les exercices, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le postural ou les mouvements, l'ergonomique, tout ça, ça peut être la solution thérapeutique pour des patients. Dans le Qigong, on trouve des choses qui nous amènent à des notions de magnétisme, mais je n'ai pas trop le temps de développer ça. Et puis des interventions psychologiques, parce que des fois, si on ne change pas quelque chose au niveau de l'état psycho-affectif de la personne, ben, c'est comme si vous soignez une crise de foie et la personne retourne fêter ça au restaurant, vous n'en sortirez jamais, quoi. Donc, il y a toutes ces méthodes qui sont importantes. Vous voyez, là, c'est par exemple un petit peu, on voit quelques exemples de thérapie, l'acupuncture, le massage, les ventouses, la moxibution. Qu'est-ce que c'est la moxibution? C'est le fait de chauffer ou de brûler des points. C'est ce qu'on voit en bas. Voilà, par exemple, là, c'est un bâton d'armoise, de feuilles d'armoise séchées. On tourne autour, par exemple, pour chauffer toute une zone autour du point. Ça, c'est par exemple pour libérer un blocage d'un lumbago, par exemple. Ou pour réchauffer les reins si la personne est frileuse. Voilà. C'est-à-dire que acupuncture en chinois se dit Chun Chiu Fa. Ça veut dire la méthode, excusez-moi s'il y a des Chinois dans la salle, j'ai un accent pourri, mais la méthode pour des aiguilles et du feu, de la cautérisation. C'est-à-dire que les points d'acupuncture peuvent être piqués, pressés, ventousés, chauffés, saignés. En fait, on peut faire plusieurs choses sur un point d'acupuncture. Ça n'a pas forcément les mêmes actions. La pharmacopée chinoise, elle fait appel à des milliers de substances et des centaines de formules, mais ce qui nous rassure, c'est que moi, au quotidien, je prescris des formules qui ont des siècles. Avant de venir, là, j'ai prescrit une formule, elle date du 6e siècle.
c'est pas du Mediator, quoi. Alors on peut m'opposer le fait qu'elle est peut-être pas aussi puissante que certains, mais au moins, premièrement, ne pas nuire, disait Hippocrate. Hein. Le Qigong, la méditation fait partie aussi des pratiques, hein, et également pour les thérapeutes. Pratiquer des choses comme ça, c'est important, parce qu'il faut être capable de faire le silence à l'intérieur pour entendre les autres. Sinon, c'est nous qu'on entend. Et du coup, ça fausse tout ce qu'on capte et tout ce qu'on dit. Et effectivement, par des pratiques de Qigong, alors Qigong, par exemple, en Inde, en médecine ayurvédique, on appelle ça du yoga. Hein. Le yoga, c'est le Qigong indien. Le Qigong, c'est le yoga chinois. On ne va pas se battre. Simplement, il y a plus de postures dans le Qigong indien et il y a plus de mouvements dans le yoga chinois, mais c'est des cousins, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que par des pratiques comme ça touche au physique, ça touche au fonctionnel, ça touche au psychique. Ça peut être des pratiques spirituelles dans certains cas, et ça peut au passage donner des capacités qu'on n'avait pas forcément avant, qui sont révélées. Mais si on pratique dans le but de développer ces capacités, c'est dangereux parce que on renforce l'ego en même temps, et ça, je vous ai dit, on n'est que de passage, donc il faut faire attention. La psychothérapie, les conseils font partie. Il y a des conseils aussi, j'ai pris des exemples, ça c'est d'autres chinois, vous connaissez sans doute. Hein. Le rire, enfin, provoquer des émotions, ça fait partie aussi, c'est une des méthodes de la médecine chinoise. On peut écrire des poèmes pour les patients, il y a une forme d'hypnose. Enfin, il y a des tas de méthodes qu'on appelle les médicaments du cœur qui peuvent aider à modifier certains aspects de la psyché pour désamorcer aussi des problèmes peut-être psychiques, mais aussi physiques. C'est un outil qui est enseigné également. La médecine chinoise, la Chine, c'est le pays du milieu. Du milieu, on voit toutes les directions et on a voulu vérifier ça. Et mon vieux professeur, donc le docteur Léon, enfin je dis mon vieux, je ne suis pas le seul, mais voilà, il a eu la gentillesse de me faire confiance par rapport à ça. Il était président d'honneur de l'association qu'on a créée, qui est enregistrée aux ONG internationales à Genève. Et on a fait de la médecine chinoise aux quatre coins du monde pour vérifier que cette médecine est applicable partout, parce que les points d'acupuncture, il n'y a pas que les Chinois qui en ont sur le corps, et du coup, en transposant avec les pathologies locales, c'est un outil fantastique parce que je vois à Madagascar, au Bénin, en Roumanie, n'importe où, on a pu faire des soins dans des endroits où il n'y avait rien d'autre, parce que on a déjà des solutions thérapeutiques. Vous voyez, par exemple, là, c'est juste une petite fille, voilà, j'en ai pour 2 minutes, c'est juste une petite fille qui avait, là, vous ne pouvez pas bien voir, mais c'est une candidose, vous savez, une épaisseur de champignon, tout le tube digestif était colonisé, et elle avait perdu 5 kilos en une semaine, et puis vu l'âge, si elle perdait encore la même chose, elle était morte, quoi. Et ça, c'est 3 jours après, avec juste une plante, en médecine chinoise. Bon, si on sait faire un diagnostic, qu'on voit ce qui ne va pas et qu'on a le bon traitement, des fois, il ne faut pas grand-chose. Bon, ça c'est... Alors l'Inde, c'est particulier parce que nos étudiants qu'on forme à Nantes, leur formation pratique, on ne la fait pas en Chine, pour les raisons que je vous ai exposées au début. Les moines du Dalai Lama nous ont demandé de faire des soins aux réfugiés tibétains, et ça ne se refuse pas. Donc nos étudiants se forment pratiquement en soignant les réfugiés et les moines tibétains en Inde du Nord. C'est un choix. Donc, vu qu'il y a 15 générations, c'est pas possible de ne pas continuer à transmettre. Donc c'est pas que les écoles de médecine chinoise manquent, mais les traditions familiales sont très rares. Et donc moi, j'ai suivi que celle-là toute ma vie, donc du coup, il se trouve que je fais maintenant partie de la famille, et il y a cette responsabilité, y compris en Chine maintenant, de continuer à développer ça. Et donc on a une formation, qui s'appelle le CEDRE, donc qui est sur Nantes, s'il y a des gens que ça intéresse. Et voilà, et ce que je voulais dire, c'est que cette formation de la médecine chinoise n'est pas opposée à la médecine occidentale. On travaille en bonne intelligence avec les médecins intelligents parce qu'il y a assez de souffrance sur Terre, mais il faut pouvoir traiter les différents niveaux tous ensemble. Moi, je ne fais pas de chirurgie, je n'ai pas des traitements assez puissants pour certaines maladies. Par contre, je peux aider les gens à ne pas mourir guéris en les aidant à supporter certains traitements. Donc ce qu'il faut, c'est travailler en bonne intelligence. S'il y a des gens que ça intéresse, il y a une journée de découverte à Nantes le 27 novembre où on présente l'ensemble des outils de la médecine chinoise, diagnostic et traitement, qui peut vous permettre soit de vous donner une meilleure idée sur ce que vous pouvez faire vous-même en tant qu'usager de santé, ou si éventuellement ça vous intéresse un jour de l'utiliser pour d'autres personnes. Et voilà donc les coordonnées mail des sites de l'école de médecine chinoise et de la sauce humanitaire
enfin voilà, qui travaillent ensemble. Merci de votre attention, j'espère pas avoir été trop long et pas trop flou.